sont les plus vulnérables. Ensuite, maintenant, dans le cadre institutionnel, notamment au niveau régional comme au niveau continental, sous-régional comme au niveau continental, nous avons des mécanismes d'alerte précoce que nous devons activer et rendre opérationnels. Là, le cadre de conception, de discussion, de caractérisation, tant sur le plan des causes que des solutions que nous devons apporter à ces menaces à la paix et à la sécurité, a été véritablement établi. Pour le cas de la CEDEAO, par exemple, la force en attente a été conçue depuis quelques années, mais l'activation n'est pas encore réelle. Et cela doit être une réponse efficace au phénomène du terrorisme dans les différents pays. Passons donc du discours, de la conception à l'opérationnalisation des solutions, mais ce, dans une approche concertée, solidaire, étant entendu que le monde, particulièrement l'Afrique, avons tous un destin sécuritaire lié. Il ne saurait y avoir de réponse où les pays s'enferment, parce que la souveraineté ne veut pas dire repli sur soi-même. Ça signifie c'est la capacité à choisir par soi-même et à pouvoir définir ses priorités par soi-même, mais en allant au contact d'autres pour mutualiser sur les moyens, mutualiser sur les stratégies, mutualiser sur le renseignement pour anticiper les crises et anticiper aussi les réponses aux attaques terroristes ou aux attaques de toute autre nature auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés à notre époque. Merci beaucoup, Excellence. Nous vous revenons. Je vais laisser le soin à ma consoeur de poursuivre également. Now, Your Excellency, President Madavio, allow me to turn to you to ask you. The sub-region is currently facing significant challenges that are hindering the process of integration. How do you assess this evolving dynamic, please? Thank you very much for this very important question that we face in the sub-region. It is a critical question and that we need to answer as a sub-region and as the chair of the authority have called on all my colleagues so that we can approach qu'on puisse adresser cette question avec un leadership et un over 400 million citizens in the sub-region. Our problem is as a result of convergence of political security crisis, and that has been compounded by the lack of opportunity for our young people and also women. This is, again, made even more news is always made into international news. So our youth are aware of what is happening elsewhere in the world. And we should be able to provide them with opportunities. This is not happening. Nobody leaves a party when it's at its peak, our climax. But if we have some of our brothers, in this particular case, Mali and Burkina Faso and Niger, thinking that they have to go, it is because they doubt the relevance of ECOWAS. They don't think that it is of any importance to them. It is elle n'a pas d'importance et qu'elle ne sert pas l'intérêt des populations. Donc, la CEDEAO doit penser en profondeur et donner des raisons pour que les pays aient une confiance en elles. Et c'est le défi auquel je fais face. Je dois essayer de convaincre 400 millions de citoyens que la CEDEAO, que nous devons rester au sein
les défis qui ont mené à la décision de nos frères à quitter la CEDEAO. Et je vais utiliser le cadre de ce forum pour leur dire que nous devons rester ensemble. En restant ensemble, nous serons en mesure d'avoir ce marché de 400 millions de personnes ensemble. Et cela va servir l'intérêt de la communauté, surtout les femmes et les jeunes. Ce groupe est un moteur pour le développement économique. Nous devons aussi créer des infrastructures pour l'intégration. Et cela fait défaut. Nous avons été ensemble pendant longtemps et la CEDEAO n'a pas créé des infrastructures pour que je me déplace de la Sierra Leone à Dakar dans un temps record. La dernière fois, il y avait des ministres qui ont une réunion de 4 jours et ça m'a pris 1 heure de temps pour aller à la Sierra Leone, mais il n'y avait pas d'avion pour les ramener directement. Donc c'est extrêmement difficile. Et je pense que nous devons renouveler ou redéfinir notre contrat social avec nos populations en termes des promesses que nous avons faites, mais également au niveau local, mais également au niveau régional, avec des réformes qui sont durables et qui sont centrées sur les populations pour que nos populations sentent la nécessité de rester au sein de la CEDEAO. C'est le travail que je suis en train d'abattre pour que les États de l'AES peuvent ne pas faire partie de la CEDEAO pour travailler avec la CEDEAO. Et nous sommes prêts à travailler avec eux en tant que groupe. Et ce serait mieux quand on est ensemble. Mais étant donné que nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés par le sang, nous ne sommes pas seulement des voisins, c'est l'Afrique de l'Ouest et nous comptons sur vous pour revenir à la maison. Mais si vous ne revenez pas, il faut être réceptif au travail que nous faisons. Nous ne devons pas travailler de manière fragmentaire. C'est seulement quand on travaille ensemble, le travail que nous devons faire, c'est pas pour cette génération, mais c'est pour les plus jeunes. Et nous avons un mouvement démographique en notre faveur. Et une personne sur 4 à l'avenir sera un Africain. Et vous savez, la plupart de l'Ouest auront besoin de compétences. Et nous devons investir dans notre jeunesse, les rendre pertinents pour le monde digital qui va venir, pour que partout où ils iront dans le monde, ils ne seront pas regardés comme une charge et ils vont faire part de la société et vont participer au développement économique de ces pays. Les compétences professionnelles sont importantes. Si nous investissons dans nos enfants, je ne voudrais pas que mon enfant périt dans la mer Méditerranée. Nous allons leur fournir un espoir et des opportunités en Afrique pour qu'ils ne soient pas forcés à migrer. Et ainsi, nous allons prouver notre pertinence en tant que sous-région et en tant que CEDEAO. Je suis sûr qu'il y a des avantages énormes à venir. Donc, j'ai suggéré une intégration, un sommet économique d'intégration qui va se tenir en octobre en Sierra Leone. On voudrait inviter et essayer d'enlever ces barrières que nous avons créées et j'utilise
cette tribune pour appeler tout le monde à trouver des solutions qui vont nous permettre pour que ce marché de femmes à Dakar peut aller à Lagos chaque jour à travers un corridor de transport et peuvent communiquer tout au long de l'Afrique sans payer des frais supplémentaires. C'est un défi et je voudrais utiliser cette tribune pour vous inviter tous. Nous allons enlever ces barrières qui nous ont séparés pendant longtemps pour que l'esprit et l'intention de la CEDEAO il y a de cela 50 ans, soit porté par cette jeune génération. Merci beaucoup, Monsieur le Président Julius Maada Bio. Nous poursuivons le panel interactif de haut niveau et nous nous tournons vers vous, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Toujours, Monsieur le Président, sur ces questions sécuritaires, beaucoup de facteurs d'instabilité sur le continent. Comment vous, Excellence, vous les analysez? Qui nous renvoie généralement à la capacité d'un État de conserver sa cohésion, son équilibre, son fonction normale et régulière, en dépit des perturbations conjoncturelles, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou sécuritaires, qu'elles soient internes ou externes. Par conséquent, tout ce qui est de nature à créer ou amplifier une perturbation d'un pays, d'une région ou d'un continent peut être considéré comme un facteur d'instabilité. À l'échelle de notre continent, ces facteurs peuvent être de deux ordres. Ils sont soit endogènes ou exogènes. En ce qui concerne les premiers, c'est-à-dire les facteurs endogènes, ils tiennent essentiellement à la défaillance de la gouvernance, qu'elle soit une défaillance d'une gouvernance ou une défaillance d'ordre social, d'ordre économique ou d'ordre politique. En effet, ce sont des déficits, ce sont ces déficits-là de la bonne gouvernance qui sèment et entretiennent les principaux germes d'instabilité, notamment à travers les tensions sociales, les tensions ethniques ou communautaires, ainsi que la pauvreté, le chômage, l'injustice sociale, le manque de perspectives, tout ça, effectivement, c'est des facteurs qui peuvent être source d'instabilité. Quant aux facteurs exogènes, on peut en citer, comme on le dit toujours, les effets du changement climatique et leur lot de catastrophes à travers la désertification et tout ce qu'il entraîne comme insécurité alimentaire, les impacts des crises économiques mondiales telles que la crise que nous vivons ces temps-ci, les effets de la situation
sécuritaires et géopolitiques en dehors qui ne sont pas directement, qui n'ont pas pris directement source chez nous, mais qui font leurs effets chez nous, comme l'extrémisme de façon générale, ou la criminalité transfrontalière. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces facteurs ne fonctionnent pas séparément. Ils se combinent, ils se renforcent et finissent par amplifier des situations d'instabilité, qu'elles soient sociales ou politiques ou économiques ou sécuritaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre analyse de la stabilité que vous jugez complexe comme notion, mais toujours parlant de stabilité, Excellence, Monsieur El Razouani, je reste avec vous. Quels sont les leviers sur lesquels, à votre avis, il faudrait agir justement pour assurer la stabilité? On va en profiter pour ajuster également le micro. Merci. Allez-y, Excellence. Oui, elle est à vous. Merci. Moi, je pense que pour garantir une stabilité, la stabilité durable, moi, je préfère toujours relativiser. Parce que nous sommes dans un monde où vraiment on a toujours besoin de relativiser. Donc, pour garantir une bonne dose de stabilité, je pense qu'il faut agir simultanément à deux niveaux. Le niveau, c'est constant. Le niveau national, au niveau de nos États, pris individuellement. Et étant donné que notre thème aujourd'hui est justement cette stabilité, c'est seulement un objectif stratégique pour nous tous. Parce que, pris individuellement, c'est vrai que c'est notre mission en tant que dirigeant de pays, mais on ne doit pas perdre de vue que ce qu'on peut faire isolément n'est pas comparable à ce qu'on peut faire collectivement. Et le fait que ça n'a pas vu est très important. Donc, au niveau des États et au niveau continental, il faut que, au niveau des États, je pense qu'il faut d'abord renforcer et moderniser les forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces nouvelles et asymétriques. Ça a été aujourd'hui dit par les chefs d'État qui nous ont appris beaucoup de choses à travers les différentes interventions. Ça a été dit, ça a été redit encore. Ensuite, je pense qu'il faut améliorer en profondeur la gouvernance. Parce que la gouvernance que nous exerçons quand même, elle est pour beaucoup de choses dans la stabilité ou dans l'instabilité. Qu'elle soit une gouvernance politique, qu'elle soit une gouvernance économique ou sociale, on a besoin de prêter attention à ça. Il est aussi crucial de chercher à apaiser la vie politique par le dialogue, par le consensus, pour pouvoir surmonter le maximum de divisions et de contradictions au niveau de nos États. Cela passe aussi naturellement par la construction de l'État de droit. Et il faut que l'on puisse, que tout autour de nous, au niveau de nos États, que justement que l'État de droit soit davantage renforcé à travers et la solidification de nos démocraties. Mais enfin,
Je pense qu'aucun progrès durable n'est possible sans un développement inclusif qui profite à tous. Là, je parlais au niveau des États. Mais je préfère quand même avancer un peu au niveau de notre continent parce que c'est effectivement cela notre sujet. Donc, au niveau continental, l'enjeu est celui plutôt de l'unité, de l'efficacité collective et de l'efficacité collective. Parce que là, on doit un peu penser collectivement. Nous devons donc renforcer notre capacité à agir ensemble, en coordonnant au mieux nos efforts et en mutualisant le plus nos moyens. Cela implique bien sûr de consolider notre organisation, c'est-à-dire l'organisation, l'Union africaine, et d'adapter ses outils aux défis actuels de notre période. L'intégration du continent doit être accélérée, notamment, comme cela a été dit à plusieurs reprises, à travers la mise en œuvre effective, et là je souligne effective, de la zone de libre-échange continentale africaine. Enfin, investir dans les infrastructures et améliorer la coordination entre les organisations régionales. Là aussi, il y a besoin, effectivement. Le président en exercice de la CEDEAO est là. De façon générale, je veux parler de la CEDEAO parce qu'ils sont présents, mais c'est semblable au niveau du continent. Je pense que ces organisations régionales ont besoin d'être plus en lien entre elles-mêmes et au niveau de l'Union africaine. Je vous remercie. Merci pour vos réponses, Monsieur le Président. Anne-Marie. Your Excellency, President Madabio, allow me to turn back to you now. So, returning to the points that you've raised earlier on regarding the evolving dynamics and pressures within our sub-regions, you have given us the why. And building directly on your perspective, in your view, what concrete action steps must be taken now to reverse the trend and ensure a future of sustainable stability on our continent? Thank you very much again. I think... Sorry about the echo. Thank you very much. In terms of stability in our region and even sub-region, we need to understand that development région en particulier, et rien d'autre ne devrait être notre priorité. Et maintenant, l'écosystème qui doit soutenir le développement durable, c'est la paix et la stabilité. Et cette paix et cette stabilité émanent des systèmes politiques que nous avons en place et des modèles de gouvernance. C'est donc ces modèles-là qui devraient être réexaminés par nos jeunes pour voir où se trouvent les lacunes. Même lorsque l'on prend les régions géographiques, on dit que nous sommes des États souverains. Donc nous devrions réfléchir à cela et essayer de combler ces lacunes. La gestion efficace des entités locales au niveau des régions frontalières doit être soutenue et nous devons pouvoir des gens. Donc le seul moyen de rassembler tout le monde pour que tout le monde travaille ensemble, c'est de montrer
les bénéfices tangibles de ce travail collectif. Et je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai dit que nous avons... La croissance de la population joue en notre faveur en Afrique. Nous pouvons bénéficier de tout cela seulement si nous investissons dans les populations. Et si nous n'investissons pas, cela va se transformer en risque pour nous. Les jeunes qui sont créatifs et qui ont beaucoup d'énergie, mais qui n'ont pas assez d'espace pour pouvoir déployer cette créativité-là, ça pose problème. Nos femmes qui détiennent le tissu de notre société, si ces femmes-là n'ont pas assez d'espace pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir soutenir nos familles, notre tissu social même va se détériorer. Et lorsque je pense aux jeunes et aux femmes, c'est parce que notre futur se trouve dans les mains de ces deux catégories. Nous devrions investir pour les rendre plus indépendants. Une société qui a une opportunité, des opportunités économiques et qui a un gouvernement légitime, qui écoute son peuple et qui a la confiance de ce peuple. Et c'est pour cela que plutôt j'ai parlé du contrat social. Nous avons signé un contrat social avec nos populations, nous en tant que leaders. Nous avons pris beaucoup d'engagements. Maintenant, si nous respectons ces engagements, et ce sont ces choses-là qui, en réalité, vont avoir un impact sur les opinions des personnes qui doivent nous faire confiance. Et je pense que nous, en tant que leaders, nous devons comprendre que nous avons une société différente aujourd'hui. Nous avons une révolution des civilisations qui est en train d'avoir lieu et qui est en train d'avoir un impact sur l'état d'esprit des jeunes. Nous devons comprendre que 60 à 70% de notre population est composée de jeunes qui sont soutenus par des femmes. Donc, si nous ne les rassemblons pas et si nous ne leur donnons pas de l'espoir, ils vont constituer une source de problèmes. Donc, nous sommes dans une dynamique démographique qui doit être bien comprise et bien gérée pour le bénéfice économique de nos nations, mais également pour le bénéfice de notre économie, de notre sous-région et même de notre région. Et autant que faire se peut, nous devons les déployer ailleurs, là où ils ne sont pas assez vus, principalement les jeunes. Nous devons les déployer là où ils ne sont pas vus comme des problèmes. Et tout ceci va dépendre de l'investissement que nous allons faire dans l'éducation pour nous assurer que nous avons le type d'éducation, par exemple l'éducation numérique, qui est nécessaire pour que ces jeunes-là puissent faire partie de l'économie numérique globale. Et j'insiste sur l'éducation et sur l'autonomisation des femmes, mais également nous assurer qu'ils ont les outils dont ils ont besoin pour pouvoir avoir la confiance d'aller partout dans le monde et naviguer dans toutes les crises complexes et tous les défis qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Et pouvoir être utiles là où ils se trouvent, afin qu'ils puissent soutenir leur famille et contribuer également à la constitution du savoir dans le monde. Ce sont ces défis-là auxquels nous sommes confrontés pour pouvoir rassembler nos pays et nos communautés. Et nous avons besoin non seulement d'infrastructures physiques, mais également d'infrastructures sociales qui existent déjà, parce que nos communautés ne connaissent pas les frontières dont nous parlons et ils ont des relations et nous devrions promouvoir ces relations pour qu'ils puissent être ensemble. Nous ne devrions pas être en train de nous disputer pour des frontières. Nous devrions être en mesure de nous asseoir et de discuter. Nous avons les stylos en main et nous devons pouvoir réécrire ce qui est dans le meilleur intérêt de nos populations. Et ces crises-là qui existent entre les frontières, les gens se disent qui a raison et qui n'a pas tort. Et également, ça va même jusqu'à des conflits armés. Et ça, ce n'est pas un bon signe. L'Afrique doit avancer et nous devons comprendre que nous sommes tous ensemble
dans ce combat et que nous devons assurer à la prochaine génération de leaders ce dont ils ont besoin pour pouvoir naviguer dans ce monde. Sinon, ils vont avoir le même destin que nos pères. Ceci constitue ma contribution. Thank you so much, Excellency Madabio, for Merci beaucoup, the gaps that we need to Excellence fill Madabio. now. Merci d'avoir relevé les lacunes qui existent. Et également, vous avez dit que si nous ne faisons rien maintenant, nos populations vont être une bombe à retardement. Et également, vous avez dit que nous ne voulons pas que nos jeunes soient des survivants, mais qu'ils soient des leaders. Donc, merci pour cette contribution. Pour conclure, je me tourne à présent vers And to conclude, I will revert to Excellency. The last word is to you. Quelques années à une poussée de la menace djihadiste vers les pays côtiers. D'après vous, que faire pour endiguer? West Africa has faced a surge of. What can be done in order to stem this scourge? So it is the De nos discussions du jour, c'est effectivement nous avons noté depuis le milieu des années 2010 des groupes terroristes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda ont commencé à s'étendre vers les pays du Golfe de Guinée. Cela montre que ce à quoi nous faisons face n'est pas simplement une dérive sécuritaire, une stratégie d'expansion vers les pays côtiers pour évidemment profiter de la logistique que les États ou les ports peuvent donner à ces djihadistes. Voilà pourquoi je pense que autant pour ce qui est de la souveraineté sécuritaire, il faut une maîtrise interne, une cohérence régionale et des partenariats maîtrisés, autant ici, il faut une réponse multidimensionnelle. Nous devons tout autant travailler à avoir un militaire renforcé, dissuasif et avoir enfin une montée en puissance du renseignement. Et qui dit montée en puissance du renseignement dit interaction entre les différents États concernés et au-delà. Ce qu'il faut noter et le tirer comme conséquence du péril terroriste particulièrement djihadiste, c'est qu'à chaque fois que les terroristes ont pu s'établir, se sanctuariser quelque part, ils ont pensé à se projeter vers des terrains beaucoup plus éloignés. L'exemple que je prends, c'est toujours l'année qui a fait basculer le monde dans ce péril-là, c'est 2011, septembre 2001. Ce ne sont pas forcément des Américains qui ont fait ce qui a été fait, mais des personnes venues de beaucoup plus loin, qui ont été endoctrinées beaucoup plus loin que les États-Unis, qui sont venus s'attaquer aux États-Unis. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le monde a un destin sécuritaire lié, qui fait que les points de convergence et de discussion, de conception de la stratégie, de partage de renseignements doivent être particulièrement développés entre les différents pays. Toute réponse pour être efficace dans le cadre des menaces sécuritaires nouvelles doit être multidimensionnelle et créer ces synergies permanentes, ces cadres d'action concertés entre les différents États et au niveau national, que le travail de conscientisation qui fasse participer les populations à l'anticipation de ces menaces-là soit fait. Les mécanismes institutionnels ne vont pas seulement suffire. Il faut conscientiser les populations pour qu'ils puissent se considérer comme des acteurs à part entière de ce qui doit permettre d'identifier la menace, d'anticiper sur l'action dévastatrice de ces groupes-là et d'enrayer définitivement toute sanctuarisation dans les zones où ces individus-là chercheraient à s'établir. Et voilà pourquoi j'insisterai encore sur quelque chose qui est en train de se faire entre les différents États, en tout cas de la zone du Sahel, et qu'il faut établir et pérenniser entre tous
les pays frontaliers. C'est les patrouilles mixtes, où les populations situées de part et d'autre d'un seul trait. Il peut arriver que vous voyez une personne qui, sur une frontière, met un pied au Mali et met un pied au Sénégal. Par les interactions, par les alliances, aisément ce trait qui est censé être le point de séparation entre deux pays. Donc il ne peut pas y avoir de péril sécuritaire au Mali qui ne concerne pas le Sénégal ou de péril sécuritaire en Mauritanie qui ne concerne pas le Mali. Et voilà pourquoi une réponse endogène malienne au péril terroriste ne saurait être efficace, parce qu'il faut qu'on refuse toute sanctuarisation et tout soutien qui puisse partir du Sénégal pour affecter le Mali. Et on peut véritablement prendre les exemples dans tous les pays qui sont frappés par le terrorisme et tous les pays qui ne sont pas épargnés, qui sont autour de ces pays-là qui sont frappés. Et je reviens donc à cette triptyque. Pour ce qui est de la souveraineté, il faut de la maîtrise interne, de la cohérence régionale et des partenariats qui sont contrôlés. Pour ce qui est de l'endiguement de ces périls-là et de la lutte efficace contre le péril djihadiste, il faut certes une réponse militaire, il faut un contrôle efficace des frontières, il faut aussi des échanges de renseignements et des opérations qui sont menées de façon conjointe entre les différentes forces de défense et de sécurité à travers les différents pays qui sont impactés. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Nous vous remercions également, Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, Monsieur Julius Maada Bio. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie. À vous également, Monsieur le Vice-ministre des Affaires étrangères du Japon. Nous vous disons merci, Monsieur Yohi. Excellence, par votre présence et votre participation remarquable à cette 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Vous l'avez rehaussé et nous souhaitons vous en témoigner notre profonde gratitude. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai de remercier très chaleureusement Messieurs les chefs d'État et ainsi que Monsieur le ministre pour l'honneur que vous nous avez fait ce matin. Et avant de lever la séance, Mesdames, Messieurs, vous nous permettrez de laisser donc au chef d'État le soin de se retirer. Anne-Marie, ce fut un plaisir de co-modérer cette session avec vous. Plaisir partagé, Aram. It's been an absolute pleasure to be with you all today. And I am reminded of this African saying that says,